À la une de l'actualité, le président congolais Félix Tshisekedi a promis ce mercredi de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici à 5 ans. Les pourparlers de paix entre Khartoum et des rebelles soudanais ont été suspendus ce mercredi à Juba, au Soudan du Sud, avant même d'avoir débuté. Et puis le gouvernement malien a annoncé ce mercredi que l'état d'urgence au Mali a été à nouveau prorogé d'1 an à compter du 31 octobre prochain. Bienvenue à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de cette édition que nous démarrons par la République démocratique du Congo où le président Félix Tshisekedi a promis ce mercredi de sortir le quart de la population de la pauvreté d'ici à 5 ans. Il a fait cette promesse lors du lancement d'un programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo. Devant plusieurs personnalités congolaises et des diplomates étrangers, le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi a promis de sortir le quart de la population de la République démocratique du Congo de la pauvreté en 5 ans. J'ai été troublé par l'ampleur réelle de la paupérisation de l'ensemble de nos concitoyens qui a atteint des proportions considérables, n'épargnant ni l'agriculteur, ni le pêcheur, ni l'éleveur, ni l'artisan, ni le fonctionnaire. Ce programme vise à ce que 20 millions de Congolais vivant en milieu rural et périurbain dans les 145 territoires de notre pays quittent la pauvreté ou l'extrême pauvreté dans les 5 prochaines années. Sans concurrencer les institutions gouvernementales, le programme accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo vise à accroître l'accès de la population aux services de base. Selon la présidence, ce projet va démarrer avec 15 territoires situés dans les régions de l'Équateur, Bandundu à l'ouest et Kasaï au centre. Sans préciser le financement de ce programme, le président Félix Tshisekedi a invité le gouvernement à explorer toutes les voies possibles susceptibles de donner les moyens de cette action salvatrice pour le peuple congolais. Immense pays d'Afrique centrale de 2,3 millions de kilomètres carrés, la République démocratique du Congo compte environ 80 millions d'habitants. Le PIB moyen par habitant est de $495 l'an, soit 1,3 $ par jour, avec d'immenses disparités malgré les énormes richesses naturelles dont regorge le pays. L'espoir de parvenir à un cessez-le-feu définitif entre le gouvernement du Soudan et les rebelles s'amenuise. Les pourparlers de paix lancés lundi dernier entre les deux parties sont suspendus ce mercredi. Le groupe des rebelles accuse Khartoum d'avoir bombardé certaines de ses positions. Les pourparlers de paix entre Khartoum et les rebelles soudanais sont dans l'impasse. Les discussions lancées lundi ont été suspendues mercredi à Juba avant même d'avoir débuté. En cause, un des groupes rebelles accuse les forces gouvernementales de bombarder ses positions au sud du pays. Le secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans certaines régions du sud, a annoncé qu'il ne participerait au pourparlers que si le gouvernement retirait ses forces des montagnes. Jusqu'au moment de la rédaction de cette déclaration, ils n'ont émis aucune cessation d'hostilité ou de cessez-le-feu unilatéralement, et c'est l'une de nos demandes. Le gouvernement a pour sa part attribué ces violences à des bergers armés qui auraient attaqué des marchands et compte tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes. Je rejette et condamne ce qui s'est passé et le gouvernement prendra ses responsabilités contre ceux qui sont à l'origine de cet incident et enquêtera sur cet incident et ceux qui sont derrière seront tenus responsables devant la loi. Ces incidents ne devraient pas arrêter le processus de paix. Le nouveau Premier ministre soudanais a promis mettre fin au conflit avec les groupes rebelles opérant sur son territoire. Mais les rebelles attendent plutôt des actes de la part du gouvernement.
Pour le temps que nous avons donné à l'initiative gouvernementale elle-même, s'ils veulent retarder les choses, nous ne ferons qu'attendre. Mais nous les exhortons à régler ces questions le plus rapidement possible afin que nous puissions nous asseoir à la table des négociations dès que possible. Soon as possible. Les pourparlers de paix ont été lancés lundi en présence des chefs d'État d'Éthiopie, de l'Égypte, du Rwanda, de l'Ouganda et du Soudan du Sud. Pendant ce temps, au Soudan, le chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a annoncé un cessez-le-feu permanent dans 3 zones de conflit. Il a fait cette annonce ce mercredi. Le Soudan a annoncé ce mercredi un cessez-le-feu permanent dans la zone de conflit. Le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé un cessez-le-feu permanent pour montrer que le gouvernement est engagé dans la paix, a indiqué le Conseil souverain chargé de diriger la transition depuis la destitution le 11 avril par l'armée d'Omar el-Béchir. Le cessez-le-feu est en vigueur depuis la signature de cette déclaration, a ajouté le Conseil. L'annonce de cessez-le-feu intervient au moment où les pourparlers de paix entre Khartoum et des rebelles soudanais ont été suspendus à Djouba avant même d'avoir débuté. Et pour cause, Amar Hammoua, secrétaire général du mouvement de libération du peuple du Soudan Nord, actif dans les régions du Nil Bleu et du Kordofan Sud, a annoncé qu'il ne participerait aux pourparlers que si le gouvernement retirait ses forces des montagnes Nouba au Kordofan Sud. Il a affirmé que depuis une dizaine de jours, le gouvernement bombardait leurs positions dans les montagnes Nouba malgré un cessez-le-feu non officiel. Un cessez-le-feu non officiel a été établi depuis la destitution d'Omar el-Béchir, chassé du pouvoir après des manifestations massives. Le Conseil souverain du Soudan, une instance composée de militaires et de civils qui dirige à présent le pays, est chargée de superviser la transition du pouvoir aux civils, comme le demandaient les manifestants. Un nouveau gouvernement de transition est en place pour gérer les affaires courantes. C'est lui qui mène les pourparlers de paix avec les groupes rebelles soudanais qui ont été officiellement lancés lundi à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Au Mali, l'état d'urgence en vigueur quasiment sans interruption depuis l'attentat djihadiste contre un grand hôtel de Bamako en novembre 2015 a été à nouveau prorogé d'1 an à compter du 31 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le gouvernement malien. Au regard de la situation sécuritaire au Mali, le gouvernement a décidé de proroger jusqu'au 31 octobre 2020 l'état d'urgence en vigueur dans le pays. Cette décision, qui a été adoptée ce mardi en Conseil des ministres, vise à renforcer les capacités opérationnelles des autorités administratives et judiciaires, des forces armées et de sécurité afin de leur permettre de mieux faire face aux situations de menaces ou d'agression. L'état d'urgence accorde notamment des possibilités d'intervention accrues aux forces de sécurité en matière de fouilles et de restrictions de circulation et de rassemblement. Cette décision du gouvernement malien intervient alors que les attaques djihadistes et les violences intercommunautaires se sont poursuivies, en particulier dans le centre du pays, au cours des 12 derniers mois. Cette dernière prolongation a permis, entre autres, de poursuivre le renforcement des mesures de prévention au niveau des autorités administratives compétentes, de proroger les effets des poursuites judiciaires liées à l'état d'urgence et d'accroître les actions de contrôle des forces armées et de sécurité sur le territoire national et de rétablir la sécurité dans certaines localités, a souligné le gouvernement dans un communiqué. 6 ans de prison en Mauritanie pour apostasie ont abîmé ses jambes, mais n'ont pas brisé sa volonté. Récemment réfugié en France après sa libération, Mohamed Tchek Mkaitir a affirmé être plus que jamais décidé à dénoncer un système raciste. On le suit. J'ai été emprisonné dans mon pays après avoir écrit un article sur mon blog. Fin 2013 intitulé « La religion, la religiosité et les malmines », c'est-à-dire caste jugée inférieure en Mauritanie. Cet article parlait du système de caste dans la société mauritanienne. En Mauritanie, tout s'organise selon ce système de caste et la caste de Beidan, celle des Arabo-berbères et celle qui a le pouvoir. Eux, ils ne veulent aucunement que le système soit remis en cause, qu'on dénonce leurs fautes et c'est pour cela que j'ai été envoyé en prison.
Nous essayons d'éradiquer ce système de caste et de tribus en Mauritanie. De mon point de vue, la solution radicale réside dans l'instauration d'un État laïque dans notre pays. C'est très difficile, mais pas impossible. Je me sens enfin libre et je pense que le moment est venu pour moi de compléter le travail que j'avais entrepris avant mon incarcération et que j'ai dû par la force des choses arrêter. On retrouve cette fois-ci Johannes Tawanou pour la revue de presse Afrique. Bonjour à chacun et à tous. Au menu de la revue de presse Afrique du jour, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Togo et le Burkina. En Côte d'Ivoire, justement, le Jour Plus s'intéresse à l'opposition ivoirienne et affiche en manchette situation sociopolitique, FPI, tout sur les ambitions présidentielles de Simone Gbagbo en 2020. Les dessous de cette tournée à l'intérieur du pays, l'ex-première dame est prête à affronter les Gors. Le nouveau réveil s'intéresse à une autre actualité, mais toujours en lien avec le scrutin présidentiel à venir, la requête du PDCI-RDA recevable par Arusha, CEI. Tout est à reprendre, la dernière décision de la Cour africaine. Le patriote à présent, Yamoussoukro, abandonné depuis 20 ans par Bédié, le siège du PDCI dans un piteux état. Le sursaut s'intéresse aussi à l'opposition et titre politique ivoirienne. Pourquoi le peuple a besoin d'une vraie opposition? Les erreurs des opposants de Ouattara. Au Cameroun, c'est Info Matin qui ouvre le bal de l'actualité avec à sa une, charisme et instrumentalisation, le MRC crée une section chez les avocats. Toujours avec le même journal, appel au calme, le soldat Atanga Ndji à Sangmelima. Aujourd'hui, Le Jour, dans sa parution d'aujourd'hui, s'intéresse aussi à la situation tendue dans cette partie du pays. Émeute, les leçons de Sangmelima. Quant au quotidien mutation, il relaie aussi un autre drame qui se joue au Cameroun. Adamawa, crise anglophone, SOS déplacé. Enquête sur le calvaire des ressortissants du Nord-Ouest, réfugiés à Bankim. Avec le même journal, Camto, le MRC prépare les élections. Au Togo, il n'y en a que pour le scrutin à venir. Liberté croit savoir et titre, 2020 est problématique de l'alternance, fébrilité sur fond de paranoïa du pouvoir RPT unir. Le CAR exige une révision de la loi portant statut de l'opposition. On parle décentralisation avec le même journal, commune du Bamono 1, les engagements du maire Anani Djogbessi. Togo Matin s'intéresse à un jeune qui recouvre sa liberté et titre, gracié, Folie Sativi rend grâce, reprendra-t-il la lutte où il l'a laissé? Le même journal consacre sa une à une autre militante, portrait Michel Aguet, ardente défenseur des droits des femmes. Au Burkina, pour finir, l'Express du Faso parle de l'incivisme, occupation anarchique des abords des rues, un danger pour les riverains et les usagers de la route. Une rencontre État, secteur privé, Christophe Dabiré prend des engagements réalistes. Une note de sport à la une du quotidien, 32e édition du Tour du Faso, 90 coureurs à la conquête du maillot jaune. Ce sera tout pour la revue de presse Afrique. Merci de l'avoir suivi et à demain. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. L'information continue sur Sika TV.